TikTok est l'application où je perds le plus de temps en regardant surtout des vidéos de chat, des mèmes ou des débats. Mais parfois, je tombe sur des contenus bien plus sombres et troublants que nous allons examiner aujourd'hui. D'un homme qui a trouvé un squelette dans une maison qu'il venait d'acheter, à l'histoire d'une femme qui a failli être kidnappée lorsqu'elle était enfant. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne afin d'accéder aux vidéos non coupées et autres avantages, ou me laisser un pourboire en cliquant sur « Merci » sous cette vidéo. Merci à celles qui y penseront. Cette vidéo contient des sujets potentiellement déclencheurs comme la mort, les maladies en phase terminale et les enlèvements. La discrétion des spectatrices est conseillée. Je vais également montrer quelques vidéos particulièrement troublantes, mais il y aura un avertissement supplémentaire juste avant pour que vous puissiez les passer si vous le souhaitez. Cliquez sur le lien en description pour voir une version plus longue, non censurée et sans pub de cette vidéo, avec une entrée en plus, inadaptée à cette version. En mars 2025, une TikTokeuse connue sous le nom de Matty Ice, qui est également investisseuse immobilière, a acheté une maison aux enchères. Il n'avait jamais vu la propriété auparavant, mais il l'a probablement obtenue à un bon prix. Donc il était raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ne soit pas en parfait état. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait découvrir. En entrant dans la maison, il était clair que l'ancienne propriétaire était une accumulatrice compulsive. Il y avait des déchets et toutes sortes d'objets éparpillés sur tout le sol, rendant presque impossible de circuler dans la maison. Il n'y avait même pas de passage entre les tas de cochonneries. Dans la chambre, il y avait un petit coin avec quelques oreillers et un chargeur de téléphone branché au mur. C'était sans doute là que l'ancien propriétaire dormait. Il y avait même des bouteilles d'urine là-dedans, donc on dirait qu'ils passaient tout leur temps là et ne sortaient presque jamais. Matty a dit qu'il y avait peut-être eu 3 personnes qui vivaient là avant qu'il n'achète, mais il n'en était pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment triste de voir comment il vivait. Bien que beaucoup jugent durement les personnes atteintes de silogomanie en les trouvant dégoûtantes, personnellement, j'éprouve surtout de la compassion envers elles. Cette maison peut sembler repoussante, mais il faut se rappeler que ses occupants étaient des êtres humains qui manifestement n'allaient pas bien mentalement. Personne n'ayant une santé mentale parfaite et une vie vraiment sans traumatisme ne vit comme ça. Il est facile de juger, mais un peu de compassion change tout quand on parle du syndrome de Diogène. Quoi qu'il en soit, après que Matty ait acheté la propriété dans cet état, il a évidemment dû la vider pour la préparer aux rénovations afin de pouvoir la vendre plus tard. Pendant qu'il vidait le salon, il est tombé sur quelque chose de vraiment terrifiant. Sa vidéo, supprimée par TikTok, a été retrouvée retéléchargée sur Reddit. Voici un extrait censuré. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'était un squelette. Il était caché sous des déchets et des affaires et n'est devenu visible que lorsqu'ils ont commencé à déplacer des choses. Bien sûr, Matty a appelé la police et ils sont arrivés à la maison avec les pompiers et le coroner pour récupérer les restes. Ils ont demandé à Matty de ne plus entrer dans la maison jusqu'à ce qu'ils fassent mener une enquête, alors il l'a de nouveau barricadé et a attendu d'autres nouvelles. Au début, il pensait qu'il devait s'agir de l'ancien propriétaire car il n'était pas sûr que quelqu'un d'autre ait vécu là, mais le coroner lui a ensuite dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'un ami de l'ancien propriétaire et a laissé entendre qu'il pouvait s'agir d'un partenaire romantique. Le squelette avait un bras manquant lorsque Matty l'a découvert pour la première fois, mais le bras a ensuite été retrouvé à seulement quelques centimètres du reste du corps. Cela devrait vous donner une idée de la quantité de bazar qu'il y avait partout. Au début, cela semble assez suspect qu'un des bras n'était pas attaché au reste du corps, mais on pense que des animaux l'ont déplacé.
Quelqu'un qui prétendait vivre près de cette maison a en fait commenté l'une des vidéos de Matty en disant qu'il pouvait sentir l'odeur de la maison depuis le bout de la rue l'année dernière et que les voisins devaient simplement garder leurs fenêtres fermées parce qu'ils s'étaient plaints plusieurs fois à la mairie et que rien n'avait jamais été fait à ce sujet. Il s'avère que l'ancien propriétaire avait été emmené à l'hôpital en novembre de l'année dernière et n'est jamais revenu à la maison. Matty a utilisé un terme dépassé pour décrire l'état dans lequel il se trouvait, mais cela sous-entendait qu'ils étaient handicapés et alités. Apparemment, il y avait même un trou découpé dans leur matelas pour qu'ils puissent l'utiliser comme toilette, donc ils n'allaient clairement pas bien quand ils sont partis à l'hôpital. On pense que le squelette était déjà là à ce moment-là, ce qui signifie que les ambulanciers et les pompiers étaient entrés dans la maison et l'avaient manqué. Ce qui n'est guère surprenant étant donné qu'il était apparemment sous un tas d'ordures. Je ne comprends vraiment pas comment ils ont fini là. Il est possible que ces objets leur soient tombés dessus et les aient coincés, entraînant leur mort. Mais sinon, comment ces objets se sont-ils retrouvés au-dessus d'eux? La seule autre personne confirmée comme vivant là était la propriétaire qui ne semblait pas être en état de déplacer des objets. J'ai cependant remarqué un commentaire sous l'une des vidéos de Matty venant de quelqu'un qui disait connaître la propriétaire et apparemment la personne décédée voulait partir depuis longtemps, mais la propriétaire continuait simplement à le manipuler pour qu'il reste. À prendre avec des pincettes car il n'y a aucun moyen de le vérifier, mais c'est une information intéressante. On ne pensait pas que la mort était due à un acte criminel, mais la cause exacte n'a jamais été révélée à ma connaissance, donc cela reste un peu mystérieux. Matty a reçu pas mal de réactions négatives après avoir publié la vidéo, ce qui est franchement compréhensible. On dirait même qu'il n'y a eu aucun avertissement avant que le squelette n'apparaisse soudainement à l'écran, et c'était vraiment une scène troublante. La mise à jour la plus récente date du 19 mai, où Matty a dit qu'il avait enfin réglé toutes les autorisations. Il a fait une visite rapide de la maison, qui est maintenant complètement vide et au tout début de sa rénovation. Il n'y avait pas plus d'informations sur le squelette, et je doute que nous en apprenions davantage à l'avenir. Il y a une utilisatrice de TikTok nommée Infirmière Julie en soins palliatifs qui publie divers contenus liés à son travail et qui vise à diminuer la peur de la mort en éduquant les gens à ce sujet. Ces vidéos sont vraiment intéressantes et instructives, mais certaines sont aussi incroyablement troublantes. Avant d'en arriver là, je vais lire quelques extraits d'un article sur Eoldular UK intitulé « Comment pouvons-nous reconnaître que la mort approche ?» Il est assez long et je ne vais pas tout lire, mais je pense qu'il apportera des informations utiles à toute personne qui ne s'y connaît pas particulièrement sur le sujet. Le besoin de nourriture d'une personne en fin de vie diminue et elle mange naturellement moins. Au cours des dernières semaines et des derniers jours, il se peut qu'il refuse complètement de manger. Cela peut être très éprouvant, car en tant qu'êtres humains attentionnés, nous voulons nourrir et alimenter nos proches, parce que la pensée sous-jacente est « si tu ne manges pas, tu vas mourir et je ne veux pas que tu meures. Alors tu dois manger ». Si nous pouvons accepter que le corps sait exactement ce qu'il fait, qu'il sait qu'il n'a plus besoin de carburant comme avant et qu'il essaie aussi de conserver son énergie pour ses fonctions vitales, comme maintenir un battement de cœur et respirer. Perdre l'appétit à ce stade est un phénomène très naturel et normal. Manger en fin de vie peut souvent rendre une personne très mal car son système digestif s'est déjà pratiquement arrêté. Il en va de même pour boire. Quels signes peut-on observer sur leur corps qui pourraient indiquer que la mort approche ? Leur visage peut paraître très pâle, blanc, bleuâtre ou jaune s'ils sont atteints de jaunisse. Leurs yeux peuvent sembler vitreux ou laiteux et peuvent être ouverts ou fermés. Parfois, leurs pupilles restent fixes, regardant dans le vide sans réagir. Leurs muscles sont atrophiés, surtout s'il y a eu une longue maladie, et le tonus musculaire diminue de plus en plus, si bien qu'il devient finalement difficile de se lever pour aller aux toilettes. Il peut y avoir un certain gonflement, un œdème, qui est généralement dû à une accumulation de liquide et cela peut rendre la peau tendue. Parfois, il y a une marbrure de la peau, et ils peuvent avoir la peau moite ou collante, chaude ou froide. Ces symptômes peuvent sembler effrayants, mais ce sont des réactions normales lorsque les organes principaux ralentissent à l'approche de la fin. Il peut y avoir des changements dans leur respiration à l'approche de la mort, comme une respiration plus lourde, bruyante ou des halètements.
Voir cela peut bouleverser les proches, mais généralement, cela ne détresse pas la personne mourante. Vers la fin, il peut y avoir un épisode de respiration très bruyante. Ce phénomène, appelé respiration de Cheyne-Stokes, se caractérise par des respirations bruyantes suivies d'une apnée. C'est difficile à entendre car les familles se demandent souvent si la personne est décédée, puis il y a une autre respiration. Quels autres signes peuvent indiquer que la mort est proche? L'un d'eux est l'agitation terminale ou l'agitation. Cela se manifeste souvent par un besoin de sortir du lit, un comportement agité ou fréquemment le fait de tirer sur les draps ou de tripoter ses mains. Ils peuvent tendre la main comme pour essayer d'atteindre quelque chose ou quelqu'un. Il y a un autre phénomène que j'appelle le moment Lazare. C'est lorsque quelqu'un qui était non réactif ou profondément endormi se réveille soudainement, se redresse même, regarde les personnes autour de lui et parfois parle même à ses proches. C'est souvent inattendu et parfois choquant, mais généralement très apprécié par les familles. Parfois, il y a une poussée d'énergie un jour ou deux, ou même plus, avant la mort. Le patient est plus éveillé, discute et mange, ou boit même un peu avec les visiteurs. Les proches peuvent parfois interpréter cela comme une amélioration, mais ce n'est pas le cas. Julie publie parfois des vidéos que ses abonnés lui ont envoyées de leurs proches peu de temps avant leur décès et elle explique ce qui se passe et pourquoi. Un phénomène qu'elle a abordé est ce qu'elle appelle le geste vers la mort, où quelqu'un tend la main vers quelque chose qui n'est pas là. Cela se produit généralement juste avant la phase de mort active qui correspond aux derniers jours ou heures de la vie d'une personne lorsque la mort est imminente. La personne peut rester silencieuse ou parler pendant le geste vers la mort. Cela peut aussi s'accompagner du regard de la mort où les yeux restent fixés, regardant au loin ou vers le plafond. En général, ils ne réagissent pas aux stimuli dans ces situations. La raison exacte du geste de la mort est inconnue. J'ai supposé que cela devait simplement être la personne qui hallucine et je pense que cela peut l'expliquer parfois. Il se peut aussi que ce soit des mouvements réflexes ou qu'elle essaie simplement d'interagir avec son environnement. Voici un exemple de ce geste que Julie a montré dans l'une de ses vidéos TikTok. Un autre phénomène que Julie a abordé à plusieurs reprises est celui des sécrétions terminales, également connu sous le nom de râle agonique. Cela se caractérise par une respiration bruyante qui ressemble un peu à un gargouillement. Cela survient généralement quelques heures à un jour avant le décès et la durée moyenne de survie une fois que cela commence est d'environ 25 heures. Les humains produisent naturellement de la salive et l'avalent fréquemment, mais lorsqu'une personne est proche de la mort, elle peut ne plus être capable d'avaler, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans la bouche et la gorge. L'air qui passe à travers ce liquide est ce qui provoque le râle agonique. Un autre mouvement respiratoire se produisant peu avant la mort est la respiration agonique. Cela peut ressembler à des halètements, une respiration laborieuse, parfois accompagnée de vocalisations étranges similaires à des gémissements. Pendant ces types de respiration, la bouche de la personne est généralement ouverte et ses yeux peuvent l'être aussi. C'est parce que les muscles qui les ferment habituellement sont relâchés. Il peut y avoir de longues pauses entre chaque respiration avant que la personne ne halète soudainement et n'en prenne une autre. Cela peut être pénible pour les membres de la famille, car ils peuvent croire que la personne est décédée lorsqu'elle ne respire plus pendant un moment, puis la respiration suivante peut les surprendre. Voici un exemple de cela auquel Julie a réagi. Je vous préviens que cette vidéo pourrait être très dérangeante pour vous, donc n'hésitez pas à passer à l'horodatage affiché à l'écran maintenant si vous ne voulez pas la regarder. Voici d'autres extraits montrant le râle agonique et la respiration agonique. Attention, ces images sont très choquantes.
Déjà partis, ce ne sont plus que des réflexes corporels à ce stade. Ces extraits sont les premiers que j'ai vus du contenu de Julie, et honnêtement, ils m'ont vraiment troublée. J'ai déjà été témoin du râle agonique en personne, comme beaucoup d'entre vous qui regardent sûrement aussi, et c'est probablement l'une des choses les plus bouleversantes que j'ai jamais vues. J'espère vraiment ne plus jamais revivre ça. Mais les vidéos de Julie sur ses mouvements respiratoires sont en fait très rassurantes. Elle a expliqué que c'est tout à fait normal et qu'aucune des personnes dans ces extraits n'était mal à l'aise ou ne souffrait. Elles étaient inconscientes et probablement même pas conscientes de ce qui se passait. Ce sont des respirations réflexes causées par des changements physiques et métaboliques dans le corps alors qu'il se prépare à mourir. Julie dit que l'on peut savoir si une personne mourante est à l'aise si elle est simplement allongée là et semble dormir. Ce serait évident s'ils étaient mal à l'aise ou souffraient, car ils seraient agités et nerveux. Si une infirmière en soins palliatifs pense qu'un patient est mal à l'aise, il y a des choses qu'elle peut faire pour l'aider, et même si la personne est à l'aise, elle peut faire des choses pour réduire le bruit du râle agonique si cela dérange la famille, mais la personne elle-même n'en est généralement pas gênée. Il semble vraiment que le râle agonique soit bien plus difficile à supporter pour ceux qui en sont témoins que pour la personne qui le vit, et savoir cela peut aider les membres de la famille à mieux faire face. Le dernier phénomène que Julie mentionne est l'agitation terminale. Cela peut survenir dans les derniers jours ou semaines avant la mort et se caractérise par de l'anxiété, de l'agitation, de la détresse, de la confusion et parfois des secousses ou des contractions musculaires. Voici un extrait que Julie a partagé sur TikTok. Avertissement, contenu dérangeant à venir. Si vous préférez ne pas regarder, passez à l'horodatage indiqué à l'écran. C'est probablement l'une des choses les plus alarmantes qui puissent arriver lorsqu'une personne est en train de mourir, non seulement parce que c'est difficile à regarder pour les membres de la famille, mais aussi parce que c'est un signe que la personne mourante n'est pas à l'aise. Il est important de se rappeler que cela reste normal et qu'il existe des moyens d'apaiser le patient. Julie a expliqué que peu de temps avant la vidéo, la patiente tirait sur ses vêtements, alors la famille les lui a enlevés. Il lui parlait calmement et lui caressait la tête, ce qui semblait être de bonnes choses à faire dans cette situation. Elle avait aussi reçu des médicaments et cette séquence a probablement été filmée avant que le traitement ne fasse effet. La sédation semble être un moyen efficace de traiter l'agitation terminale si les méthodes non médicamenteuses ne fonctionnent pas. Alors rappelez-vous que tout inconfort ressenti par la patiente est temporaire et peut absolument être réduit, voire éliminé. Je vous recommande vivement de consulter le contenu de Julie sur TikTok ou YouTube. Bien que certains contenus soient très difficiles à regarder, être informé du processus de la mort peut vous aider à être préparé si jamais vous devez vivre cela avec un proche. Quand vous savez exactement à quoi vous attendre et que vous comprenez pourquoi ces choses se produisent, cela paraît beaucoup moins effrayant que d'y aller sans aucune idée. Je doute que Julie voit un jour cette vidéo, mais si c'est le cas, j'aimerais sincèrement la remercier d'avoir pris le temps de créer ce contenu. En mars 2025, une TikTokeuse nommée Soft Taco, que nous appellerons simplement Taco, a partagé une histoire assez terrifiante qui lui est arrivée lorsqu'elle avait 12 ans. À l'époque, elle vivait dans une petite ville où tout le monde se connaît. Un jour, elle et son amie, que nous appellerons simplement S, ont décidé d'aller sur Omegle. Elle parlait à un homme beaucoup plus âgé qui semblait gentil au début, mais les choses ont rapidement changé. Il leur a demandé quel âge elles avaient et elles lui ont répondu, puis il a fait un commentaire très inapproprié, disant en gros qu'il parie qu'elles sont encore plus jolies en vrai. Elles ont trouvé ça un peu bizarre. Mais ensuite, il est allé encore plus loin et a montré une partie de son corps inappropriée. À ce moment-là, elles ont mis fin à la conversation. Aussi répugnant que cela soit, c'est hélas fréquent sur Omegle. La plupart d'entre nous ont des histoires similaires de l'époque où nous étions de jeunes ados un peu naïfs qui tuaient le temps sur le site et tombaient sur d'innombrables pervers qui traînaient là en espérant trouver une victime. Les choses vont empirer encore plus pour Taka.
Peu de temps après avoir parlé à ce type sur Omegle, ils ont commencé à remarquer une camionnette noire dans leur ville qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, ce qui était étrange parce que c'était une petite ville où tout le monde se connaissait. Au début, ils croyaient qu'un nouveau voisin avait emménagé, jusqu'à ce qu'ils remarquent que la plaque d'immatriculation provenait d'un autre État. Ils n'étaient pas encore vraiment inquiets, car il y avait une montagne très populaire à proximité et il fallait passer par leur ville pour y accéder, mais ils voyaient cette camionnette partout où ils allaient, comme si elle les suivait. Puis un jour, Taco a aperçu la conductrice, elle, et c'était l'homme à qui ils avaient parlé sur Omegle. Elle en a parlé à S, qui n'y croyait pas. Elle a rassuré Taco en lui disant qu'il n'y avait aucune chance que ce type ait pu les retrouver, ce qui a fait douter Taco de ce qu'elle avait vu. Elle ne voulait pas non plus en parler à leurs parents, de peur qu'on ne leur interdise de sortir. Un jour, elles rentraient toutes les deux chez S lorsque la camionnette noire s'est arrêtée devant elles, bloquant la rue. Elles revenaient juste de la piscine, donc elles étaient en maillot de bain et pieds nus, mais elles ont pris la fuite et ont couru de toute leur force jusqu'à la maison de S. Personne n'était là à ce moment-là, alors elles ont verrouillé toutes les portes, mais l'homme les a suivies et a garé sa camionnette dans leur allée. Paniquées, elles sont descendues au sous-sol où se trouvait la chambre de la sœur de S et s'y sont cachées pendant des heures jusqu'à ce que son beau-père rentre. Même après l'expérience terrifiante qu'elles venaient de vivre, elles ont décidé de ne pas en parler à leurs parents. Dans les jours suivants, la camionnette était encore en ville, mais finit par disparaître pour de bon. C'est absolument terrifiant. Je suis soulagée qu'elles aillent bien toutes les deux, mais penser à quel point elles ont failli être enlevées, c'est horrible. Dieu seul sait ce qui se serait passé si l'homme était entré dans la maison. Une autre pensée troublante, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il ait trouvé une autre victime après ça. Je doute fortement que ce type ait juste harcelé ses fils pendant quelques jours, puis qu'il ait arrêté d'être un pervers après ça. Étant donné qu'elles ne l'ont jamais signalé à la police, il était libre de passer à la suivante. Je ne leur reproche pas de ne pas l'avoir signalé. Elles n'étaient que des enfants et ne comprenaient pas les conséquences. Je ne savais même pas qu'il était possible que quelqu'un te retrouve à partir d'Omegle, mais apparemment, c'était tout à fait possible, et il existe plusieurs histoires similaires en ligne de personnes dont la localisation a été révélée par des gens avec qui elles discutèrent là-bas. Avec du recul, je réalise à quel point j'ai été chanceuse d'avoir été épargnée. Il y a une TikTokeuse du nom de Rockin Richie qui publie depuis août 2024. Cependant, elle a utilisé un autre compte pendant un certain temps avant cela. En 2024, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon de stade 4. Le cancer du côlon est hautement traitable et souvent guérissable lorsqu'il est détecté et traité tôt, et plus de 90% des personnes traitées à un stade précoce survivent 5 ans après le diagnostic. Cependant, le stade 4 est le plus avancé et à ce stade, le cancer s'est propagé à d'autres organes ou à des ganglions lymphatiques éloignés. Dans certains cas, le cancer peut encore entrer en rémission ou être guéri, mais cela reste rare, avec un taux de survie à 5 ans de seulement 13%. En octobre, Richie a commencé un traitement d'immunothérapie pour lequel il semblait relativement optimiste, mais malheureusement, le traitement n'a pas été efficace. En février, l'une de ses tumeurs avait doublé de volume et son oncologue lui a recommandé de commencer la chimiothérapie et la radiothérapie. Il était totalement opposé à cela et il a dit dans une vidéo qu'il envisageait d'arrêter de se battre. Quelques mois plus tard, il a publié une vidéo dans laquelle il disait qu'on lui avait donné 6 mois à vivre. Il avait suggéré à son oncologue un plan de traitement sur lequel il avait trouvé des recherches impliquant une microdose de chimiothérapie combinée à une immunothérapie continue, mais pour une raison quelconque, l'oncologue n'a pas pensé que c'était une bonne idée. Richie a dit vers la fin de la vidéo « Je me bats toujours, c'est juste Dieu et moi maintenant. Popo ». Les commentaires sous cette vidéo étaient fous. Certaines personnes offraient simplement des mots gentils, de soutien, et d'autres suggéraient des traitements complètement farfelus, tout, des noyaux d'abricot au lavement au café. Maintenant, je pense que ces gens étaient sincères dans leur intention. Ce n'est pas comme s'ils vendaient eux-mêmes ces produits ou essayaient de l'arnaquer. Mais si l'une de ces choses traitait ou guérissait réellement le cancer, personne ne ferait de chimio ou de radiothérapie. Pourquoi endurer les effets secondaires de la chimio alors qu'on pourrait simplement s'injecter du café dans le derrière ?
Je comprends tout à fait pourquoi Richie ne voudrait pas faire de chimio ou de radiothérapie, et ce n'est ni à moi ni à qui que ce soit d'autre de lui dire qu'il devrait le faire. Les effets secondaires peuvent être horribles, et si cela ne fait que prolonger un peu ta vie sans vraiment te guérir, il est logique que tu veuilles profiter du temps qu'il te reste en te sentant aussi bien que possible. Mais on dirait qu'il veut vivre aussi longtemps qu'il le peut. Comme il l'a dit, il se bat encore, et malheureusement, la seule façon pour lui d'y parvenir est probablement d'écouter son oncologue et de suivre les traitements éprouvés. Mais il y avait un commentaire pseudo-scientifique en particulier auquel Richie semblait vraiment s'accrocher. Il disait « Il y a un créateur sur TikTok qui s'appelle Daniel Stanton et qui parle de rémission grâce au jeûne hydrique. » En décembre 2024, Daniel Stanton a reçu un diagnostic de carcinome épidermoïde invasif. C'est un type de cancer de la peau qui prend naissance dans l'épiderme, la couche la plus externe de la peau, avant de pénétrer plus profondément dans la peau et de se propager éventuellement à d'autres parties du corps. Daniel a décidé d'essayer de traiter cela par le jeûne hydrique, c'est-à-dire en ne consommant que de l'eau et aucun aliment pendant 46 jours. À la fin du jeûne, il a pris 10 jours pour manger, puis il a fait un autre jeûne de 19 jours. Il a ensuite mangé uniquement des fruits et des légumes pendant environ un mois avant de faire un jeûne sec de 4 jours où il n'a consommé ni aliments ni liquides, même pas d'eau. Il a fait cela pendant environ un mois, 4 jours de jeûne, puis 4 jours de pause, et depuis, il fait de temps en temps des journées de jeûne hydrique, de jeûne sec et de jeûne intermittent. Lorsqu'il a débuté ses jeûnes, sa tumeur a d'abord continué de grossir, puis s'est stabilisée avant de commencer à rétrécir. Il affirme même qu'une partie de sa tumeur est simplement tombée. En avril 2025, il a découvert que son cancer était en rémission, et ses TikTok les plus récents indiquent que les tumeurs continuent de diminuer de taille. Je suis très heureuse pour lui et j'espère qu'il se rétablira complètement, mais je doute que ce soit grâce au jeûne. Il existe quelques recherches préliminaires qui suggèrent que le jeûne à court terme pourrait améliorer l'efficacité de la chimiothérapie et une étude sur des souris a suggéré que le jeûne pourrait aider le système immunitaire à se régénérer, mais ce ne sont en aucun cas des conclusions définitives et je n'ai pas encore trouvé d'études qui suggèrent qu'il serait bénéfique de ne consommer que de l'eau pendant 46 jours. Il est également important de noter que jeûner pendant de longues périodes pourrait entraîner une malnutrition, ce qui ne serait pas bénéfique pour le système immunitaire. Je n'accuse absolument pas Daniel de mentir sur son traitement, mais gardez à l'esprit que nous n'avons pas vu ses dossiers médicaux ni aucune confirmation extérieure de son plan de traitement ou de son absence, et dans une situation de vie ou de mort, vous ne devriez vraiment pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Même si ce jeûne a fonctionné pour lui, cela ne veut pas dire que ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Bref, revenons à Richie. Dans sa prochaine vidéo, il a annoncé qu'il allait faire un jeûne à l'eau de 40 jours et qu'il documenterait toute l'expérience. En plus de l'eau, il allait boire du thé qui, soi-disant, aidait à se débarrasser des parasites qu'il pensait avoir. Franchement, j'ignore pourquoi et s'il avait réellement des parasites. Quelques jours après le début du jeûne, il affirme avoir vu un ver en allant aux toilettes, mais certains commentaires ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une partie de la muqueuse de ses intestins, donc honnêtement, je ne suis pas sûre. Le 12e jour, il a annoncé que son cancer semblait avoir disparu. Il a dit qu'il ne ressentait plus aucune douleur ni pression comme avant. Quelques jours plus tard, il s'est rendu à Iowa City pour passer un scanner le lendemain, et quand il s'est réveillé, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Presque comme s'il avait la gueule de bois. Il se sentait déshydraté et avait aussi très mal. Malheureusement, les résultats du scanner ont montré que la tumeur avait grossi. Richie était convaincu que c'était parce que la tumeur était pleine de toxines à cause du jeûne et que c'est pour cela qu'elle avait grossi, alors il a continué le jeûne. Le 20e jour, il a publié une vidéo en larmes expliquant qu'il était allé aux toilettes et qu'il y avait du sang dans la cuvette. Il a dit que la bosse dans son ventre était plus grosse et qu'il pensait qu'il saignait à l'intérieur. Richie a eu des hauts et des bas au cours des jours suivants jusqu'au 28e jour, où il a de nouveau affirmé qu'il croyait que la tumeur avait rétréci ou disparu. Au 37e jour, il a eu un autre mouvement intestinal avec du sang, mais cette fois,
il était beaucoup plus optimiste et a dit qu'il croyait que c'était l'enveloppe de la tumeur qui était sortie de lui. Il a mis en ligne une autre vidéo peu de temps après avec un texte à l'écran disant « Annonce, ma tumeur a disparu ». Dans celle-ci, il a indiqué qu'après recherche, il était quasi certain que le mouvement intestinal était en réalité la tumeur. Il a ensuite annoncé qu'il allait lancer un podcast, écrire un livre sur son expérience et ouvrir une boutique qui, je suppose, vendrait des produits liés à sa méthode de traitement. Lorsque les 40 jours se sont écoulés, Rishi a arrêté le jeûne et il y a seulement 2 jours, au moment où j'écris ce script, il a passé un autre scanner. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Le médecin lui a dit que c'est pire que jamais et que la tumeur a de nouveau grossi. C'est évidemment une nouvelle dévastatrice, mais Rishi n'était pas convaincu que cela signifie que son cancer s'aggrave. En fait, il pensait que le produit de contraste qu'il lui avait fait boire avant le scanner avait de nouveau rempli la poche tumorale, ce qui donnait l'impression que le cancer était toujours là et plus gros. Inutile de dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les tumeurs sont des masses solides de tissu et non pas de poches. Et de toute façon, je doute fort qu'un oncologue puisse confondre un liquide de contraste avec une tumeur. Mais il a trouvé un moyen d'expliquer à tort chaque mauvaise nouvelle qu'il a reçue jusqu'à présent en insistant sur le fait que le jeûne et sa foi en Dieu le guériront. J'ai beaucoup de compassion pour Rishi. Je n'ose même pas imaginer à quel point ce serait horrible d'avoir un cancer de stade 4 à 37 ans, surtout quand on a une fille, mais ces vidéos TikTok sont complètement délirantes à ce stade. Peu importe ce que montrent ces scanners ou ce que les médecins lui disent, il est tellement convaincu qu'il en sait plus qu'eux. Et le pire, c'est qu'il fait la promotion de ce traitement pseudo-scientifique clairement inefficace auprès d'autres personnes qui souffrent aussi du cancer. Il a même repris la vidéo d'une autre créatrice dans laquelle elle disait avoir un cancer du pancréas de stade 4. Rishi a dit sur scène « Si tu veux le vaincre, contacte-moi ». C'était au 14e jour de son jeûne. À ce moment-là, il n'avait aucune preuve que le cancer était en rémission et il s'est avéré plus tard qu'il avait en fait continué à empirer. Pourtant, il agissait déjà comme s'il avait les réponses pour guérir le cancer de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a eu la vidéo mentionnée où il parlait d'ouvrir une boutique et d'écrire un livre sur son expérience après s'être persuadé d'avoir expulsé sa tumeur aux toilettes. J'ai aussi vu de nombreux commentaires d'autres personnes atteintes ou ayant été atteintes d'un cancer le supplier de suivre un vrai traitement et certaines de ces réponses ont été plutôt impolies et méprisantes. Une utilisatrice a expliqué qu'elle avait un cancer colorectal de stade 4 et qu'on lui avait donné 3 mois à vivre si elle ne faisait pas de chimiothérapie, alors elle a décidé de la faire pour pouvoir rester plus longtemps auprès de ses enfants et Rishi a répondu « Désolé, c'est votre compréhension de votre diagnostic de cancer. Je préfère compter sur les capacités de guérison de mon corps. » Je ne crois pas qu'il agisse avec malveillance. Il croit probablement vraiment que le jeûne et Dieu vont le guérir et peuvent aussi guérir les autres, mais quand il n'a vu que son cancer empirer depuis qu'il a commencé à jeûner, c'est incroyablement irresponsable et négligent de promouvoir cela comme un traitement auprès des autres, tout en rejetant les traitements éprouvés. Il y a une citation pertinente de Tim Minchin qui a dit « Vous savez comment on appelle la médecine alternative qui a prouvé son efficacité ? La médecine. » Rishi est une victime de la rhétorique autour de la médecine alternative, mais il est aussi devenu une partie du problème. Honnêtement, c'est juste une histoire vraiment triste dans l'ensemble. J'espère vraiment que Rishi va s'en remettre, mais je ne vois pas comment cela pourrait arriver tant qu'il refuse la vraie médecine au profit de remèdes douteux. J'aimerais connaître vos avis et suggestions dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un grand merci aux membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms apparaissent à l'écran. Merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve dans la prochaine vidéo.